Le parc national de Taï, au cœur de la forêt tropicale ivoirienne. Ce bébé chimpanzé a perdu sa mère, attaqué par des léopards. Livré à lui-même, le petit a encore de quoi se nourrir, mais à terme, il ne pourra pas survivre tout seul. Sera-t-il adopté par un adulte du groupe? Les animaux sont-ils capables d'éprouver de l'empathie ou de la compassion? Se soucient-ils du sort de leurs congénères et peuvent-ils faire preuve d'émotions complexes comme l'altruisme, la loyauté et l'esprit de justice? Les nouvelles découvertes en éthologie semblent révolutionner les connaissances actuelles sur le monde affectif des animaux. Sans la protection d'un adulte, l'orphelin n'a aucune chance de survie. Il tente de se nourrir par ses propres moyens, mais en vain. Les jeunes chimpanzés apprennent par mimétisme. Seul un adulte expérimenté peut leur montrer comment ouvrir les noix à l'aide de bâtons et de pierres. L'occupation principale des chimpanzés consiste à chercher de la nourriture et à élever leur progéniture. Dans le règne animal, il est très rare que les adultes prennent soin d'autres petits que les leurs. À l'Institut d'anthropologie évolutive Max Planck, les chercheurs analysent les comportements qu'ils ont observés dans le parc national de Taï. Roman Wittig dirige les travaux de l'équipe. Il existe une large palette de comportements différents. Les individus peuvent être très agressifs à l'égard de l'orphelin ou tout à fait neutres. Cela dépend aussi des relations que le groupe avait avec la mère du petit. Dans la très grande majorité des cas, les membres du groupe considèrent l'orphelin comme un rival. On comprend dès lors qu'il ne s'empresse pas de voler à son secours. Des perspectives très peu encourageantes pour Victor, le petit orphelin. Aux États-Unis, l'université Emory d'Atlanta possède l'un des plus anciens centres de primatologie. Franz de Waal dirige le centre Living Links et donne des conférences dans le monde entier. Les scientifiques s'accordent à considérer que les animaux éprouvent des émotions primaires comme la peur ou la joie. Mais Franz de Waal a été le premier à émettre la thèse selon laquelle des émotions plus complexes, comme l'empathie, jouent un rôle tout aussi fondamental chez les animaux. Une seule pastèque pour 12 chimpanzés. Le partage se fait le plus naturellement du monde. Nous appelons cela la propriété respective. La nourriture appartient à celui qui l'a trouvée, même quand il n'est pas l'alpha du groupe. Les autres sont très courtois. Ils ne lui arrachent pas la nourriture des mains et ne l'agressent pas. Ils essayent tout au plus de toucher la pastèque dans l'espoir d'en obtenir un petit morceau. C'est une femelle, Katie, qui est en possession de la pastèque. Elle cherche à s'isoler et à tout garder pour elle. On peut prédire qu'un individu qui se comporte de la sorte aura des difficultés à obtenir de la nourriture de la part des autres. L'égoïsme n'est pas payant à la longue. L'une des stratégies les plus importantes dans le règne animal semble être la coopération. Au début du XXe siècle, l'université Emory menait déjà des études avec des chimpanzés.
Une caisse remplie de délicieux morceaux de banane, mais trop lourde pour être déplacée par un seul chimpanzé. Les singes s'y mettent à deux. Lorsque l'un d'eux veut abandonner la partie, l'autre lui fait vite comprendre qu'il n'a pas vraiment le choix. On coopère dans le but de réussir quelque chose qu'on ne peut obtenir seul. La forme la plus basique de la coopération est la vie en collectivité, tout simplement. Au sein d'un troupeau, on est moins vulnérable. Mais il y a de nombreuses espèces qui vont plus loin. Les animaux s'entraident, se partagent la nourriture, et ensemble, ils réalisent beaucoup de choses qui seraient inaccessibles à titre individuel. La coopération est omniprésente dans le règne animal. Au centre de recherche sur les loups à Ernstbrunn, en Autriche, les animaux vivent en semi-liberté. Mais les 19 individus de la meute sont habitués à l'homme depuis leur naissance. Les loups sont réputés pour être très loyaux et justes les uns envers les autres. Les éthologues Friederike Range et Kurt Kottschall étudient le comportement des animaux à l'aide des dernières méthodes et équipements scientifiques. Le plus grand tapis de course au monde a été conçu tout spécialement pour le centre de recherche. Dans un premier temps, les loups doivent se familiariser avec l'appareil. Ensuite, ils vont courir ensemble. La course collective renforce-t-elle le lien social? C'est à ce type de questions que les scientifiques veulent répondre à travers des expériences en laboratoire. Mais aujourd'hui, il s'agit d'observer l'esprit d'équipe des loups. Sont-ils capables, comme les chimpanzés, de résoudre ensemble des tâches complexes? Les scientifiques leur font passer le même test du tir à la corde. Les loups ne peuvent atteindre la nourriture que s'ils coopèrent. Ce dispositif demande beaucoup de coopération de la part des loups s'ils veulent récupérer la nourriture. Ils doivent tenir compte l'un de l'autre. S'il n'y en a qu'un seul qui tire la corde, elle finit par sortir complètement ici sur le côté. Résultat, ils ne peuvent plus faire venir à eux la plateforme garnie de viande. Mais s'ils tirent ensemble, la plateforme s'approche progressivement. Il faut donc qu'ils soient solidaires et synchrones. Il ne reste plus qu'à disposer des morceaux de viande sur l'appareil et donner le coup d'envoi. Pour ne pas trop leur faciliter la tâche, les chercheurs ne les font pas entrer en même temps dans l'enclos, mais l'un après l'autre, avec un laps de temps de décalage. Aragorn est le plus jeune des deux. Commencera-t-il à tirer sur la corde sans attendre Caspar, l'alpha de la meute? Aragorn se maîtrise et les loups exécutent leur mission avec succès. À la station de recherche Heidelof, on observe le comportement des corbeaux. Ce sont des oiseaux rusés, qui sont même capables de duper leurs congénères. Lorsqu'un corbeau a suffisamment de nourriture, il s'improvise un petit garde-manger. Lorsqu'il se sent observé par un autre corbeau, il fait mine de cacher sa nourriture pour mieux brouiller les pistes. Mais à peine son rival potentiel a-t-il le dos tourné que le corbeau malin prend soin de changer de cachette. Les corbeaux sont-ils eux aussi capables de coopérer? Voyons si ces individualistes réussiront le test du tir à la corde. Pour des croquettes de chien, ils sont prêts à tout, affirme Thomas Bougnard en leur préparant le plateau. Des corbeaux qui s'entraident au tir à la corde? C'est en effet possible.
C'est très intéressant car au début, lorsque deux corbeaux se trouvent devant cet exercice de coopération, chacun veut être plus rapide que l'autre. Ils se lancent dans une compétition. Mais quand ils se rendent compte que ce n'est pas la bonne stratégie, ils commencent par s'assurer que le partenaire est bien là, par vérifier s'il a également saisi la corde et s'il tire dessus lui aussi. L'éthologue Joshua Plotnick étudie l'intelligence sociale des éléphants. Il a enseigné à l'Université de New York avant de s'installer dans la région du Triangle d'Or en Thaïlande pour être plus proche de ses sujets de recherche. Dans cet immense laboratoire en plein air, construit sur mesure pour les éléphants, les miroirs sont composés d'un matériau très spécifique et résistant qui ne risque pas de finir en 1000 morceaux. Car ce mâle cherche à savoir très précisément à quoi il ressemble. Les éléphants se déplacent d'avant en arrière devant la glace, comme s'ils se demandaient « Pourquoi celui-là fait-il exactement pareil que moi ?» Puis ils finissent par comprendre et adoptent un comportement que nous qualifions d'autocentré. Ce test classique consiste à marquer l'éléphant à un endroit de son corps qu'il ne peut voir que grâce au miroir. Essaiera-t-il d'éloigner la marque sur son propre corps ou bien sur la silhouette qu'il a en face de lui? Jusqu'à présent, seuls des singes anthropoïdes, des dauphins et des pies ont réussi le test. Aujourd'hui, grâce aux travaux de Joshua Plotnick, on sait que les éléphants aussi se reconnaissent dans la glace. Les éléphants ont été soumis à une variante du tir à la corde. Le premier est-il capable d'attendre son partenaire qui arrive beaucoup plus tard que lui? Nous avons donné une très longue table aux éléphants parce que nous n'avions pas de caisse suffisamment lourde. Il aurait fallu qu'elle pèse plusieurs tonnes pour qu'un éléphant ne puisse pas la déplacer seul. Nous avons donc attaché une corde à cette grande table. Les éléphants ont très vite compris qu'ils devaient saisir la corde par un bout, mais qu'il fallait attendre l'aide d'un partenaire. Nous avons même volontairement retardé l'arrivée de celui-ci, et malgré cela, le premier éléphant ne commençait pas tout seul. Lorsque l'un des deux éléphants avait accès à la corde, mais son partenaire non, car nous avions enroulé l'autre extrémité pour la mettre hors d'atteinte, eh bien le premier n'essayait même pas de tirer. Il abandonnait tout de suite et repartait. Il avait manifestement compris que tirer sur la corde sans le concours du partenaire ne servirait à rien. Et les éléphants ont aussi compris autre chose. Qu'il suffisait tout simplement de poser une patte sur la corde et de laisser son partenaire faire tout le reste. La coopération implique la compréhension des capacités et des besoins de l'autre. Elle exige aussi une bonne coordination et la poursuite d'un objectif commun. Une stratégie qui mène à la réussite. Les animaux sont prêts à résoudre des conflits et à prendre soin les uns des autres. Ces aspects de la vie collective sont au moins aussi importants que de se combattre. J'ai observé des chimpanzés qui s'embrassaient après un combat. Je trouve ces gestes beaucoup plus fascinants que les attaques. Les conflits sont la normalité. Et il vaut toujours mieux en sortir vainqueur que perdant. À l'époque, c'est à peu près tout ce qu'on savait à ce sujet.
Mais ce qui m'intéressait, c'était de trouver pourquoi et comment les animaux résolvaient leurs bagarres. Et j'ai pu constater qu'ils soignaient leurs rapports et s'efforçaient d'apaiser les conflits. Et qu'en est-il de la capacité d'empathie des animaux envers les humains? Au centre Clever Dog Lab de l'Université de Vienne, les chiens observent des visages humains qui expriment tantôt la joie, tantôt la colère. Patty, ce husky mâle, peut-il décrypter le langage des mimiques humaines? Pour y répondre, les chercheurs mettent en place un dispositif qui enregistre les mouvements oculaires. L'appareil permet de savoir sur quelle zone du visage Patty se concentre. Les chiens sont tout à fait capables de distinguer les émotions reflétées par un visage humain. Les résultats des observations montrent par exemple que le chien évite de regarder un visage en colère. Tous les chiens n'ont pas la même réaction, bien sûr. Mais celui-ci, comme nous l'avons vu, a plutôt choisi de se tourner vers les expressions joyeuses. Si les chiens font la différence entre les différentes mimiques de visage, savent-ils pour autant reconnaître les émotions correspondantes? L'éthologue autrichien Ludwig Huber et son équipe réalisent le test suivant. Sur un écran tactile, Tony doit distinguer des expressions de joie et de colère. Un exercice difficile pour le chien, car on ne lui montre qu'une partie du visage humain qu'il doit compléter tout seul. Pour les chercheurs, cela prouverait que Tony n'a pas simplement appris les expressions de visage par cœur, mais qu'il les comprend. Nous avons cherché à savoir comment le chien comprend l'homme et ce qu'il comprend chez nous. Si les chiens savent interpréter les émotions humaines, comme la tristesse, la joie, la colère, cela veut dire que ces émotions peuvent se transmettre au chien. Il réagit aux émotions, il les partage, et par ce mécanisme, il comprend l'état émotionnel de l'homme. Cette étude concerne-t-elle aussi nos animaux d'élevage préférés, les cochons? Les sciences cognitives ont reconnu la grande intelligence des cochons il y a déjà plusieurs années. Mais ces animaux ont-ils aussi de l'empathie? La vétérinaire Marianne Vondrack travaille pour l'Institut Messerli de Vienne. Elle cherche à savoir si les cochons sont capables de comprendre l'homme. Elle a d'ores et déjà constaté que les cochons apprennent extrêmement vite. Ils distinguent immédiatement si l'homme est de face ou de dos. Enfin, dans la plupart des cas. Quant à différencier un visage gai d'un visage en colère, c'est simple comme bonjour. Une fois le test terminé, l'animal n'est pas pressé de quitter la salle d'études. Peut-être que les délicieux bâtonnets de sel y sont pour quelque chose. Marianne Vondrack essaie avec des compliments, mais si rien n'y fait, elle emploie la force tout en douceur. Pour la vétérinaire, la vie émotionnelle des cochons a été jusqu'à présent sous-estimée.
Il faut savoir que ce projet s'inspire d'une démarche éthique et que nos recherches auront des conséquences à ce niveau. L'étude comprend 3 dimensions. Les sciences cognitives représentent le pilier central. Ensuite, nous avons la partie qui relève de la médecine comparative, une autre branche de l'Institut Messerli. La troisième approche est celle de l'éthique, qui sera déterminante pour les répercussions de nos recherches. Et ce domaine soulève un grand débat. Pourquoi nous aimons les chiens et mangeons les cochons ? Une interrogation qui s'impose. À l'université Loránd Eötvös de Budapest, les éthologues cherchent à savoir si les chiens comprennent les émotions de leur maître. Nos recherches se fondent sur l'idée que les chiens éprouvent de l'empathie vis-à-vis de leurs propriétaires. Si par exemple le maître est triste, alors le chien donnerait lui aussi des signes de tristesse. Et il essaie de consoler son maître, de lui apporter un soutien émotionnel. 2 bouteilles parfaitement identiques sont évaluées avec enthousiasme ou avec dégoût par la propriétaire de ce chien. Laquelle des 2 bouteilles le chien apportera-t-il à sa maîtresse? Celle qui lui plaît ou celle qu'elle déteste? Ce test prouve-t-il que le chien comprend effectivement les émotions humaines et qu'il est capable d'empathie? Bien sûr, nous ne pouvons observer l'attitude des chiens que de l'extérieur. Et nous ne savons pas ce qui se passe réellement en eux, ni quels sont leurs sentiments dans les différentes situations. Ce que nous avons constaté, c'est que les chiens s'adaptent à l'état émotionnel de leur propriétaire, ce qui est un signe évident d'empathie. On ne peut pas demander à un animal de nous dire ce qu'il pense. C'est la plus grande difficulté que nous rencontrons dans nos recherches sur leur mode de fonctionnement mental. Pour les humains, c'est différent. Ils sont capables de décrire ce qu'ils ressentent. Il n'y a pas de raison que leurs réponses ne soient pas sincères. Et nous sommes dès lors fixés sur leur état émotionnel. Mais avec les animaux, cela ne fonctionne pas. Alors, nous leur faisons passer des tests et nous observons leur comportement naturel en essayant de les interpréter à la lumière des essais déjà réalisés. Victor est toujours aussi seul et ses provisions s'épuisent peu à peu. Les scientifiques observent le drame mais n'interviennent pas, car ils ne veulent pas perturber le comportement naturel des animaux. Freddy, un robuste mâle, est le seul qui semble avoir remarqué la présence du petit orphelin. Mais Victor garde ses distances. Si un petit chimpanzé s'approche d'un adulte mâle, celui-ci peut devenir agressif. C'est donc une situation risquée pour le petit. Victor adopte une approche très prudente, non pas parce qu'il pense
Maintenant, Freddy va peut-être s'en aller. C'est plutôt parce qu'il se dit « Et si le grand Freddy se met en colère et m'attaque? Qu'est-ce que je fais ?» Leur relation doit d'abord se construire, exactement comme entre les humains. Les liens ne se font pas du jour au lendemain, il faut du temps pour qu'ils se créent. Et par la suite, ils ont besoin de gages mutuels réguliers pour durer. Victor a réussi à se débrouiller seul jusqu'à présent. Mais pour continuer à vivre, l'orphelin pourra-t-il compter sur l'imposant Freddy? Pour en savoir plus sur les animaux altruistes, il faut se rendre à l'université de Chicago. C'est ici que travaille la neurobiologiste Peggy Mason. Ses recherches sur les animaux empathiques et désintéressés ont suscité l'étonnement de ses collègues. Ses protagonistes? Des rats tout à fait ordinaires. Dans une petite arène, l'un des rats peut se mouvoir librement, tandis que le deuxième est enfermé dans un tube en plexiglas. Il ne peut se libérer seul, car la porte du tube s'ouvre uniquement de l'extérieur. Il est donc dépendant de l'aide de son compagnon. La première chose que nous avons constatée, c'est que le rat en liberté s'est aventuré au centre de l'arène. C'est un comportement inhabituel, dans la mesure où les rats privilégient normalement les côtés et les coins, où ils se sentent en zone protégée. C'est le résultat de leur processus évolutif. Ils évitent les espaces ouverts où ils sont exposés aux attaques des prédateurs potentiels. Ici, dans notre expérience, ils bravaient la peur et s'approchaient du centre, visiblement attirés par leurs congénères emprisonnés. Pour nous, c'était la preuve qu'ils ressentaient une émotion, car lorsqu'il n'y a pas de rat dans le tube, les individus en liberté restaient dans leur coin. Que va faire le rat en liberté maintenant? Après une longue phase d'approche et d'exploration, il ouvre la porte du tube et libère son congénère. Le premier jour, les rats passent beaucoup de temps au centre de l'arène, mais ils ne trouvent pas tout de suite la porte, et encore moins comment elle s'ouvre. Mais à force de se mouvoir au centre, ils finissent par ouvrir cette porte, le plus souvent par hasard. Du point de vue de la science, ce résultat isolé ne compte pas. La question est de savoir ce que fera le rat le lendemain. Ce qui fera foi, c'est la répétition du même comportement que la veille. Selon le principe, vous avez fait quelque chose, c'était bien, donc vous allez recommencer. Dans tous les tests suivants, le rat libère son congénère captif. Peggy Mason et son équipe ont découvert que les rats sont capables d'entraide et de désintéressement. Mais comme ces résultats ne suffisaient pas à convaincre de nombreux sceptiques, Peggy Mason a décidé de remettre le couvert avec une étude supplémentaire. Nous avons fait le test du chocolat pour convaincre les plus dubitatifs. Il fallait des preuves supplémentaires pour montrer encore plus clairement que les rats agissent dans une démarche d'entraide. Mon équipe était convaincue des résultats, mais ceux qui critiquaient notre travail continuaient à émettre des doutes. J'ai compris qu'ils avaient vraiment du mal à y croire. Alors, j'ai refait le test, mais de façon encore plus explicite. J'ai dit, on va prendre deux boîtes, l'une avec le rat emprisonné et l'autre avec des pépites de chocolat. Et on va leur laisser le choix. Il se produit alors quelque chose d'incroyable. Le rat en liberté délivre d'abord son congénère, puis les deux rongeurs se ruent ensemble sur le chocolat. Les rats sont-ils compatissants, désintéressés et prêts à s'entraider? Il est temps de jeter nos préjugés par-dessus bord, et pas seulement en ce qui concerne les rats. Il existe un instinct fondamental qui consiste à aider celui qui est en difficulté. Nous avons étudié ce phénomène chez les bonobos. Lorsqu'un singe a besoin d'aide,
un congénère le prend dans ses bras et le console. Cette réaction aux difficultés d'autrui est spontanée et fondamentale. Elle est présente chez de nombreuses espèces, chez les chiens notamment. Cette attitude s'exprime aussi à l'égard d'individus avec lesquels l'animal n'a aucun lien et dont il ne peut rien attendre en contrepartie. Quelles sont les conditions préalables à l'entraide et au désintéressement? Dans quel contexte les animaux vont-ils jusqu'à s'organiser pour nourrir les autres sans rien en retirer pour eux-mêmes? À l'Institut d'anthropologie de Zurich, la chercheuse Judith Burkhardt veut trouver la réponse grâce à un appareil très élémentaire. Aujourd'hui, ses candidats sont des ouistiti à toupet blanc. Tirez sur la plateforme pour attraper le ver. Facile. Mais le ver se trouve maintenant dans la gamelle d'à côté. Ce que nous voyons, c'est qu'ils sont extrêmement tolérants. Ils manipulent l'objet ensemble tout en s'observant mutuellement. Il n'y a pas de tension palpable dans ce contexte. La tolérance serait donc la condition préalable à la coopération, à l'entraide et au soutien mutuel. Toutes les espèces ne sont pas capables d'une telle tolérance. Chez les saïmiri, les conflits commencent dès les préparatifs du test. Une fois que le chef a évincé les autres, il essaie d'attraper le ver pour lui tout seul. En vain, car il a chassé tous ceux qui auraient pu l'aider. La tolérance sociale est un préalable très important pour une attitude altruiste. Parce que quand on est tout seul, le don est un geste impossible. Pour le même test avec des enfants, les Smarties font office de friandises, ce qui met le désintéressement à rude épreuve. L'un des enfants fait l'exercice et l'autre reçoit la récompense. Les humains ne trouvent pas cette distribution très juste, mais ils sont capables de faire un effort, même s'il leur en coûte. On constate chez les enfants qu'ils résolvent la situation d'une manière semblable à celle des ouistiti. Ils arrivent très bien à se coordonner. Ils tirent la plateforme l'un pour l'autre, même si ce n'est pas toujours de bon gré. Mais ils savent se dépasser, et ils le prouvent. Le petit orphelin Victor et l'alpha Freddy se sont rapprochés. Après une phase d'apprivoisement de plusieurs jours, la confiance semble établie entre les deux chimpanzés. Victor se risque sur le dos de Freddy.
Dans le cas de Freddy et de Victor, lorsque le petit a eu le droit de monter pour la première fois sur le dos de l'adulte, il nous a semblé que c'était un événement clé. Ce moment a sans doute scellé la relation qu'ils avaient bâtie jusque-là. Freddy, l'adulte mâle, a adopté Victor. Désormais, c'est lui qui prend soin de l'orphelin. Il va jusqu'à laisser faire quand Victor lui chipe sa nourriture. Mais qu'est-ce qui pousse Freddy à agir de la sorte? Une forme de compassion pour l'orphelin, peut-être? Dans certains cas, un adulte mâle pourrait très bien miser sur le fait d'adopter et d'élever un orphelin mâle qui appartiendrait à son groupe une fois adulte, c'est-à-dire 15 ans plus tard. Il renforcerait ainsi la capacité des siens à sortir victorieux des combats avec leurs concurrents. L'intérêt de la démarche se ferait donc sentir 15 ans plus tard. La déduction qui nous apparaît toutefois la plus probable, c'est que le comportement du mâle adulte relève d'une véritable compassion. Comme toutes les émotions, la compassion naît dans le cerveau. À l'Institut Max Planck des sciences cognitives et des neurosciences, les chercheurs étudient l'ampleur de la compassion humaine dans une situation en laboratoire. La candidate soumise à une IRM regarde les vidéos de test. L'année dernière, ma femme et moi, nous avons perdu notre bébé, au 6e mois de la grossesse. La candidate transmet l'intensité de sa compassion sur une échelle. Les scientifiques évaluent le degré d'activité cérébrale correspondant. Le test que nous venons de voir permet entre autres de mesurer l'empathie et la compassion, c'est-à-dire à quel point nous partageons les émotions de quelqu'un d'autre et quelle est l'ampleur de notre compassion pour lui. Pour réaliser le test, nous utilisons de petites vidéos dans lesquelles des gens racontent un événement de leur vie. Il peut s'agir d'une situation triste ou tragique. La question qui se pose est la suivante. Qu'est-ce qu'une tierce personne éprouve en écoutant ces récits? Si les êtres vivants sont capables de partager les émotions de leurs semblables, c'est grâce aux neurones miroirs, des cellules nerveuses qui permettent de se mettre à la place des autres. Les neurones miroirs envoient des signaux à notre cerveau dès le moindre signe émotif que nous observons chez nos semblables. Nous ressentons alors la même chose que la personne en face de nous. Les neurologues ont réussi à localiser la zone du cerveau qui est responsable de l'empathie, c'est-à-dire de la capacité à ressentir la même chose que son prochain. En analysant les données, les neurologues peuvent déterminer la surface dans laquelle cette zone s'active. Mais pourquoi cette caractéristique serait-elle réservée à l'homme? Après tout, d'un point de vue biologique, nous sommes aussi des mammifères. Ces études, qui concernent plusieurs espèces, révèlent que certaines parties de leur cerveau se ressemblent, et notamment les zones qui sont responsables des émotions chez l'homme. Ce qui nous permet de penser que ces régions du cerveau ont des fonctions similaires chez les animaux, par exemple chez les chiens. À l'université Laurent Eötvös, les chercheurs veulent comprendre le fonctionnement des émotions dans le cerveau des chiens. Ils observent les animaux en train de penser, ce qui jusqu'à récemment était considéré comme chose impossible. Aujourd'hui, le sujet de l'étude est un berger allemand, Theo. Il est accompagné de sa maîtresse et observé par le neurobiologiste Attila Andich. Pendant 8 longues minutes, les flux cérébraux de Theo vont être enregistrés par IRM. Le chien doit garder un calme absolu pour permettre au scanner d'effectuer une image précise des processus se déroulant dans son cerveau. Une révolution pour la neurologie. Comment les chercheurs hongrois ont-ils réussi cet exploit?
C'est incroyable. Ces chiens suivent un entraînement qui leur apprend à rester totalement immobiles pendant 6, 7 ou même 8 minutes. Ils sont équipés d'un casque et d'un détecteur et nous pouvons mesurer leur activité cérébrale. Le secret des chercheurs hongrois consiste à entraîner 2 chiens simultanément. Un chien expert qui est déjà formé et un novice en observation. À chaque étape du processus, le chien expert est couvert de compliments de la part des entraîneurs, si bien que le novice trépigne d'impatience. Il n'attend qu'une chose, en faire autant pour pouvoir être admiré à son tour. Les compliments, c'est encore plus savoureux que les délicieux biscuits. Sans contrainte et sans pression, mais avec beaucoup d'encouragement, les entraîneurs obtiennent des chiens une attitude très atypique. Avec cette méthode, le novice est déjà bien préparé, au bout d'une demi-heure seulement. L'examen peut commencer. Dans le casque, Théo entend des sons. Les neurobiologistes veulent établir le degré de ressemblance entre le cerveau humain et celui du chien. Quelles sont les zones du cerveau de Théo qui s'activent lorsqu'il entend les sons? La stimulation est-elle différente en fonction des sons? Par exemple, lorsque le chien entend la voix de son maître ou celle d'un autre chien. Les résultats sont inespérés. Pendant longtemps, les neurobiologistes ont cru que seul le cerveau des primates possédait une zone dédiée aux sons de leur propre espèce. Une erreur, mise en évidence par les résultats des chercheurs hongrois. Les chiens, comme les humains, possèdent une zone dans leur cerveau spécialisée dans les sons de leur propre espèce. Chez l'homme, il existe la même région importante dans le cortex auditif, qui s'intéresse tout particulièrement aux sons de l'espèce humaine. Nous ne savions absolument pas que cette zone existait aussi dans le cerveau du chien. C'est une découverte très importante pour la science. Et cela veut dire qu'il faut considérer la théorie de l'évolution de l'homme et du chien sous un tout nouveau jour. Une chose est aujourd'hui scientifiquement prouvée. Le traitement des sons dans le cerveau du chien et dans celui de l'homme ont beaucoup plus de points communs qu'on ne le croyait. S'il existe une telle ressemblance entre les cerveaux, qu'en est-il du sens de la justice et de la loyauté? Le centre Clever Dog Lab de Vienne étudie les capacités cognitives et émotionnelles du chien. Dans le cadre d'un test, 2 chiens doivent donner la patte. Mais la spécificité est que l'un reçoit une récompense et l'autre non. Les chercheurs veulent savoir comment réagira le 2e chien devant cette injustice. Guinness, la femelle border collie, sait très bien donner la patte. Et c'est quelque chose qu'elle aime faire, sans récompense en contrepartie. Cependant, si le chien à côté d'elle est récompensé, mais pas elle, le monde s'effondre pour la petite chienne. La dresseuse a dû se tromper, non? Mais le petit jeu se poursuit et Guinness attend toujours, alors qu'elle s'exécute aussi bien que son voisin. La chienne est vexée et se met à bouder. Nous avons vu l'exemple de ces 2 chiens. Contrairement au singe, le chien ne réagit pas s'il reçoit une nourriture de moindre qualité que son voisin.
Mais il se rebelle lorsqu'il n'obtient rien. Et dans ce cas, il cesse de se prêter aux exercices. En l'absence de récompense, les chiens ne sont pas prêts à coopérer. C'est ce qui est en train de se passer ici. À l'université Emory, l'éthologue Franz de Waal se penche lui aussi sur le sujet de la loyauté et de la justice dans le règne animal. Les animaux s'aperçoivent-ils des injustices et comment réagissent-ils? Une étude classique de l'Institut montre la réaction d'un petit capucin qui a subi un traitement injuste. Deux petits singes jouent avec la chercheuse. S'ils lui donnent un caillou, ils reçoivent un morceau de concombre en contrepartie. Un caillou correspond donc à un morceau de concombre en récompense. Jusqu'à ce que l'un des petits singes reçoive un grain de raisin. Son compagnon ne peut accepter de continuer avec du concombre. Et puisque visiblement le traitement injuste ne s'arrête pas là, le petit singe lésé et furieux se retire du jeu. Nous avons constaté que le petit singe qui continuait à ne recevoir que du concombre s'est beaucoup énervé et ne pouvait accepter la situation. Pourtant, d'ordinaire, les capucins apprécient beaucoup le concombre. Cela montre que la valeur d'une récompense est toute relative. Nous appelons cela une aversion pour l'injustice, qui existe aussi chez les humains. Je ne veux pas dire par là que les capucins ont les mêmes critères de justice que les hommes. Les chimpanzés sont plus proches de nous à ce niveau-là. Mais les capucins ont montré une réaction très primaire, comparable à celle des jeunes enfants qui protestent si leur frère ou leur sœur obtient un cadeau de plus grande valeur. Franz de Waal est convaincu que le sens de la justice émane de l'évolution et qu'il n'est en aucun cas l'apanage des humains. Les hommes considèrent l'équité et la justice comme des concepts spirituels extrêmement complexes. Et nous, scientifiques, nous venons leur dire que les singes ont exactement les mêmes réactions. Une découverte qui conduit à repenser une exclusivité revendiquée par l'homme. La morale est-elle aussi une caractéristique animale ? Au centre de recherche sur les loups à Ernstbrunn, Kurt Kottschall a procédé à d'autres tests du tir à la corde. Tout se passait pour le mieux dans une parfaite coopération. Mais au 5e test, le jeune Aragone cède à l'envie de tirer seul sur la corde. La sanction ne se fait pas attendre. Aragone retiendra-t-il la leçon ? Pour le biologiste que je suis, la morale est une adaptation à une vie sociale complexe. Pour dire les choses simplement, du point de vue du groupe, une conduite immorale serait quelque chose qu'on n'aimerait pas subir. Du point de vue de l'individu, ce serait quelque chose qu'on ne devrait pas infliger aux autres. Sinon, ces derniers ne seraient pas contents. Aujourd'hui, pendant un test que nous avons réalisé, Aragone a tiré un peu trop sur la corde avant que Caspar n'arrive. Résultat, Caspar ne pouvait plus attraper l'autre extrémité de la corde. Et il a tout de suite donné une leçon à Aragone. Au test suivant, le jeune Aragone n'osait même plus toucher la corde. Il attendait sagement l'arrivée de l'alpha. Il avait de toute évidence enfreint les règles. C'est ce que nous, les humains, nous appelons la morale.
Je crois à l'évolution et je la vois comme un processus continu. Je me considère comme un animal, un mammifère, un primate. Et quand j'observe mes rats au quotidien, j'en conclus que je suis juste un rat un tout petit peu plus évolué qu'eux. J'ai peut-être un cortex cérébral plus développé, mais finalement, je ne suis pas si différente d'eux. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de scientifiques ont accepté le fait que d'autres espèces peuvent ressentir des émotions comme nous. Nous, les humains, nous sommes aussi des animaux. C'est pourquoi je ne crois pas qu'il y ait de grandes différences entre eux et nous. Des singes qui assument la responsabilité pour d'autres. Des chiens qui boudent. Des rats qui s'entraident. Des corbeaux qui coopèrent. Des éléphants conscients d'eux-mêmes. Il est grand temps de reconsidérer notre regard sur les animaux. Certains disent que les humains ont plus d'émotions ou qu'elles sont d'un autre ordre. Je n'en suis pas convaincu. Je crois plutôt qu'au fond, tous les mammifères partagent quasiment la même vie émotionnelle. Freddy et Victor ne se quittent plus. Le jour décline dans la forêt tropicale. Freddy a construit un nid douillet pour son petit orphelin. Il l'a adopté et il l'a fait par pure compassion.